Alors, bonjour à toutes, à tous. Merci pour votre présence à cette présentation sur le sujet des dépenses d'énergie en copropriété. Alors, vous aurez compris que ce n'est pas Maître Anissa Yayaoui qui est avec moi, tout simplement parce que elle est malade pour aujourd'hui, mais c'est mon excellent collègue, Maître Pierre-Alexis Bombardier, qui m'accompagne, moi pour ma part, Maître Clément Lucas. Donc, le sujet dont on a choisi de vous entretenir, c'est le sujet le sujet qui occupe tout le monde, un petit peu partout sur la planète, réduire les dépenses d'énergie parce que l'énergie coûte plus cher, mais aussi parce qu'on veut bien la dépenser. Euh, alors, au Québec et au Canada, il y a beaucoup de programmes qui fleurissent un petit peu partout, puis c'est peut-être un peu difficile pour les propriétaires ou les gestionnaires d'immeubles de s'y retrouver. Et surtout, c'était peut-être un peu difficile pour eux de voir par quel bout commencer. La copropriété, c'est beaucoup de réalités. Ça peut être des maisons en rangée, ça peut être des bâtiments à étages, ça peut être des bâtiments anciens, des bâtiments qui sont encore sous la garantie des bâtiments résidentiels neufs. Donc, c'est un spectre assez large. Et il y a parfois des composantes dans des copropriétés par phase aussi où on va avoir des équipements, par exemple, de stationnement intérieur qui vont avoir leur propre réalité de dépenses énergétiques, de besoins énergétiques. Dans un premier temps, je vais essayer de faire un portrait de quelques programmes qui existent, de ci, de là, et qui ont parfois un point commun qui est de nécessiter une évaluation d'efficacité énergétique. Alors, c'est encore parcellaire parce qu'il y a pas beaucoup, c'est pas généralisé comme ça peut l'être en Europe où on va attribuer des cotes énergétiques aux bâtiments, mais ça commence à poindre un petit peu. Et là, après, par la suite, on va aborder plus éventuellement si un syndicat de copropriété décidait d'aller de l'avant avec une évaluation énergétique qui en déciderait, puis quelles seraient les prochaines étapes, advenant qu'on décide de réaliser des travaux qui seraient recommandés par cette évaluation énergétique, quels seraient les organes compétents et comment ça se déroulerait dans le fonctionnement de la copropriété. Alors allons-y d'abord avec les quelques programmes qui existent. Peut-être que vous en connaissez plusieurs, mais pour le bénéfice de tous, je vais en rappeler quelques-uns. Alors, on va commencer par l'annonce, selon moi, la plus récente, c'était lors du sommet climat de Montréal. À Montréal, s'est tenu un sommet climat international. Et lors du sommet climat, on a annoncé la création d'un fonds, Efficiency Capital et la Fondation familiale Trottier ont annoncé un nouveau programme pour décarboner les bâtiments de taille moyenne. Alors, si vous tapez fondclimatmontréal.com multi-RS pour multi-résidentiel, vous allez trouver de l'information sur ce fonds. Le fonds est destiné à offrir aux propriétaires et aux résidents d'immeubles entre 10 et 50 unités de la région du Grand Montréal qui sont plus anciens et chauffés avec des combustibles fossiles, des méthodes rapides pour décarboner, réduire les coûts et procurer divers avantages connexes à leurs immeubles. Donc, les conditions de ce fonds qui comporte des N, c'est avoir au moins 10 unités résidentielles, être situé dans l'une des 82 municipalités appartenant à la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ça couvre quand même un spectre relativement large et avoir un chauffage central au mazout ou au gaz naturel comme principale source de chauffage des locaux. Alors, donc, c'est pas juste les chauffages au mazout, c'est aussi le gaz naturel qui est dans le viseur, semble-t-il, de quelques municipalités pour être interdit. Il y a eu des tentatives de ci, de là. Peut-être vous avez beaucoup entendu la petite municipalité de Prévost, qui a voulu interdire le chauffage au gaz. Mais il va y avoir aussi des interdictions qui vont s'appliquer à Montréal pour les constructions neuves. Puis il y a fort à parier qu'à bout d'un moment, ça va être les constructions déjà existantes qui vont se faire interdire l'alimentation au gaz, comme ça a pu être le cas pour le mazout.
Donc, une fois qu'on a rempli ces critères, le nombre d'unités, la municipalité, la source de chauffage, la réalisation du projet, des travaux passe en tout premier lieu par un bilan énergétique. Donc, on va d'abord faire un bilan de la consommation énergétique du bâtiment avant de pouvoir passer à l'étape de demander des subventions en vertu de ce fonds, pour pouvoir démontrer par la suite que les travaux qui vont être réalisés ont été la source d'économie d'énergie. Alors ça, c'est un programme parmi d'autres, parce qu'il en existe beaucoup d'autres. Logiver. Logiver, c'est un programme qui est supporté ou qui est porté par Hydro-Québec. Donc, si vous tapez Hydro-Québec, Logiver, ou si vous appelez tout simplement Logis, comme le logis au verdir, ce programme mis en place à l'été 2023 s'applique aussi aux copropriétés. Alors, il y a quelques composants qui rentrent là-dedans. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un peu mineur, mais les cuisinières à induction, les sécheuses à pompe à chaleur et surtout les thermopompes. C'est peut-être plus pertinent pour les copropriétés. Les thermopompes efficaces pour remplacer comme mode de chauffage. Ben, il y a des subventions qui existent et qui peuvent être utilisées. Il y a un autre programme équivalent qui est porté par Énergir aussi, euh, là encore, qui offre des subventions pour essayer d'améliorer la consommation énergétique. Donc, on essaie d'offrir le pendant chez Énergir. Vous avez d'autres programmes comme, par exemple, Chauffer Vert, qui existe. Et on nous dit le programme Chauffer Vert soutient les propriétaires qui veulent remplacer leur système de chauffage au mazout ou au propane par un système fonctionnant à l'électricité. Le remplacement d'un chauffe-eau au mazout ou au propane est également admissible à une aide financière. Donc là, on a des aides financières de ce côté-là. Et puis, un peu plus largement, au niveau provincial, c'est le programme Réno Climat. Alors ça, le programme Réno Climat, eh ben, ça couvre beaucoup de choses. Ça couvre le remplacement des fenêtres, des portes, le calfeutrage, l'ajout d'isolation sur les murs extérieurs, l'ajout d'isolation dans les toits. Et là encore, ce programme-là, Réno Climat, qui est un programme provincial, qui est greffé à un programme canadien de subvention. Donc, en appliquant à Réno Climat, vous bénéficiez à la fois de la subvention provinciale et à la fois de la subvention fédérale. Ça passe en tout premier lieu par une analyse de l'efficacité, un bilan énergétique. Alors, vous allez avoir quelqu'un qui va passer, et le programme inclut une subvention pour payer l'analyse énergétique, qui va passer pour faire attribuer une cote énergétique au bâtiment, pour ensuite permettre de faire des recommandations et faire une évaluation après les travaux pour déterminer à quel point vous avez amélioré votre bilan énergétique. Donc, ce qu'on nous dit, là encore, dans la description de ce programme, si vous tapez Renault Climat, vous allez tomber dessus assez facilement. C'est un programme gouvernemental, donc vous serez dirigé vers une adresse du site du gouvernement du Québec. Le programme comprend une évaluation énergétique qui consiste en une visite à domicile effectuée par un conseiller évaluateur Renault Climat. Celui-ci procède à une analyse de votre habitation pour en vérifier tous les aspects ayant trait à l'efficacité énergétique et le conseiller établit la cote EnerGuide de votre habitation à l'aide d'un test d'infiltrométrie. Le programme Renault Climat vous permet d'obtenir gratuitement les évaluations énergétiques de votre habitation avant et après les travaux. Et comme je disais, c'est en lien au Québec avec le programme fédéral. Donc, il faut passer par le programme provincial pour pouvoir bénéficier de la subvention elle-même canadienne, fédérale. Donc, les subventions vont de 125 à 5000 dollars pour couvrir une partie des frais associés à vos rénovations résidentielles admissibles et 600 dollars pour couvrir les évaluations énergétiques. Et la subvention fédérale se rajoute par-dessus ça. Il y a également quelques subventions au niveau de la ville de Montréal pour faire des travaux d'amélioration énergétique, notamment pour les plex, les plus petits bâtiments. Et ça s'applique aussi aux copropriétés. Pour avoir fait personnellement le parcours, je constate qu'à un moment donné, on vous demande si vous faites partie d'une copropriété divise. Donc, c'est un portrait non exhaustif
de toutes les subventions qui peuvent exister, mais on voit qu'il y en a à la fois par les fournisseurs d'énergie, à la fois par le gouvernement provincial, à la fois par le gouvernement fédéral et aussi par des fondations privées et par les municipalités pour les plus importantes comme Montréal. Donc, des programmes existent et plusieurs de ces programmes passent par une évaluation énergétique du bâtiment pour vous donner un portrait avant, de façon à ce qu'après les travaux, vous ayez un portrait des améliorations que vous avez pu accomplir. Ça, c'est indépendamment des coûts de dépenses énergétiques parce que vous améliorez la performance énergétique du bâtiment, évidemment, vous gagnez en réduction des dépenses énergétiques. Donc, il y a, il y a aussi un ajout, un apport de ce côté-là. Il n'y a pas juste le fait euh, d'améliorer votre bâtiment, de faire des travaux, puis d'améliorer la performance du bâtiment. Il y a aussi le fait que vous allez réduire vos dépenses énergétiques, donc de ce côté-là. Une fois qu'on s'est dit ça, bah, comme copropriété, quelle serait la marche à suivre? Ce serait probablement de faire cette évaluation énergétique, de mandater quelqu'un accrédité pour ce faire. Et donc, quelles seraient les étapes à suivre? Comment ça fonctionnerait? Là, je vais passer la parole à Pierre-Alexis plutôt. Oui, donc la façon de fonctionner pour aller de l'avant avec une démarche, comme en a fait état mon collègue Maître Luca, évidemment, ça passe par entrer en contact en premier avec une firme qui se spécialise dans ce type de service-là. Et évidemment, qui dit entrer en contact, dit conclure un contrat par la suite pour pouvoir avoir soit évidemment l'évaluation ou avoir ensuite les travaux nécessaires pour le faire. Une fois qu'on s'est dit ça, à titre de conseil d'administration ou à titre de copropriétaire, de quelle manière on est capable d'aller de l'avant pour faire suite à ces idées-là qui, évidemment, sont dans l'air du temps. Euh, Première des choses, pour ce qui est du contrat, la question va se poser, est-ce que c'est l'Assemblée des copropriétaires? Est-ce que c'est le conseil d'administration qui prend la décision? Évidemment, avant de vous dire lequel des deux le fait, je pense que c'est important de comprendre la distinction entre les deux, parce que c'est un problème qui me tient à cœur, parce que des petites copropriétés qui ne font pas de distinction entre les différents organes, c'est ce qui peut causer le plus de problématiques dans la gestion, et surtout pour ce type d'enjeu-là, avec évidemment l'économie d'énergie. Qui décide? Est-ce que c'est seulement un des copropriétaires qui décide? Est-ce que c'est tous les copropriétaires qui décident? Euh, Revenons à la base. Le conseil d'administration est composé habituellement de 3 ou 5 administrateurs. Ça apparaît dans votre déclaration de copropriété. Vous pouvez voir le nombre qui est indiqué. Toujours possible de le modifier par règlement à 50% plus 1 des voix des copropriétaires présents ou représentés. C'est votre assemblée de copropriétaires qui est l'ensemble des voix de tous les copropriétaires, donc chacun des copropriétaires qui vont voter. Et c'est ces gens-là qui vont élire un conseil d'administration qui est, lui, l'organe exécutif. Et j'en arrive à la réponse, c'est le conseil d'administration qui, lui, peut prendre la décision de signer un contrat pour avoir une évaluation avec une firme ou même aller de l'avant. Évidemment, il y a d'autres ramifications dont je vais vous parler, mais par rapport à ce contrat-là, contrat qui, restons avec le contrat simple qui est de l'évaluation, la réponse, c'est le conseil d'administration qui a 100% de la compétence de le faire. Ça rentre dans ses pouvoirs inhérents. Le conseil d'administration a d'ailleurs une compétence résiduelle, c'est-à-dire que lorsque ce n'est pas prévu qu'il y a un pouvoir à la déclaration de copropriété qui est donnée à l'Assemblée, ben, elle va de facto au conseil d'administration qui, dans tous les cas, doit voir à la conservation de l'immeuble et doit voir à long terme également, et ça fait partie du long terme. Une fois qu'on s'est dit ça, là, on parle de l'évaluation. Mais lorsqu'on a évaluation, évidemment, ça veut dire qu'on va aller plus loin par la suite et possiblement faire des travaux. Bah, on va Oui, peut-être s'arrêter oui, sur le conseil d'administration, mais une autre des choses que le conseil d'administration pourrait faire, par exemple, et puis ça aussi bête que, que de régler le niveau de chaleur qu'on veut atteindre. Vous avez peut-être vu des communications qu'on voit dans le métro pour ceux qui habitent Montréal, qu'on voit ailleurs, baisser d'1 ou 2 degrés pour limiter les dépenses. C'est très vrai. Puis ça s'est beaucoup passé en Europe. On l'a moins senti en Amérique du Nord, mais en Europe, quand les coûts de dépenses énergétiques ont explosé pour des contextes locaux, là, donc la guerre et puis les dépenses énergétiques qui ont augmenté en lien avec ça, les copropriétés se sont retrouvées avec l'enjeu de diminuer précisément leurs dépenses énergétiques pour contribuer à l'effort. On n'avait pas suffisamment d'électricité en Europe parce que on était dépendant de d'autres sources d'énergie, donc on a dit à tout le monde baisser les dépenses énergétiques. Et les copropriétés ont été concernées
comme toutes les autres, et donc ont décidé de diminuer les dépenses énergétiques. Alors, oui, le conseil d'administration a compétence pour dire, ben, on va diminuer le niveau de chauffage dans telle partie commune de l'immeuble, par exemple un stationnement, par exemple un hall d'entrée, par exemple une piscine, ou on va réduire le temps de consommation, par exemple, on va dire, ben, on va climatiser à partir de telle date. On va aller plus loin dans la saison avant de démarrer la climatisation. On va aller plus loin dans la saison avant de démarrer le chauffage. Ça va peut-être provoquer des insatisfactions, mais c'est clairement de la compétence du conseil d'administration de décider de ça. Donc, juste d'utiliser les sources d'énergie existantes d'une autre façon, de façon à réduire les dépenses énergétiques. Donc là encore, une autre chose qui est dans la compétence du conseil d'administration. Absolument. Une fois qu'on sait quelle personne, quel organe peut évidemment donner ce type de contrat-là, on va de l'avant avec notre projet, on fait l'évaluation. Ensuite, on veut possiblement faire des travaux. Qui peut approuver les travaux? Et ça, je pense que c'est la question la plus importante et elle est en deux volets. Le premier volet, évidemment, et là, je vous ramène au concept de base, lorsqu'il y a des travaux de transformation dans un immeuble, travaux de transformation veut nécessairement dire un vote par l'Assemblée. Donc, c'est l'article 1097 du Code civil du Québec qui nous le dit. Lorsque c'est des travaux de conservation, c'est le conseil d'administration qui a la compétence de l'accepter. Alors là réside la question, est-ce que les travaux qu'on vient faire sont des travaux de conservation ou sont des travaux de transformation? Puis je pense que l'élément également qu'il faut ajouter par rapport à ça, puis j'irai plus en détail par la suite avec ces deux éléments-là, mais lorsqu'on fait des travaux de conservation, on en discutait plus tôt avec Maître Lucas, par exemple, refaire une façade de briques, ce sont des travaux de conservation pour évidemment s'assurer que l'immeuble tienne en place. Possible qu'un conseil d'administration décide par le fait même de faire une amélioration qui rentre dans le cadre de la transformation, d'ajouter une couche d'isolant qui pourrait évidemment aider au niveau énergétique. Est-ce que cette couche d'isolant-là, qui n'était pas là au départ, qui est une amélioration, qui est un ajout, qui pourrait, après ma barre, avoir l'air d'une transformation, nécessite le vote de l'Assemblée? Bien, la jurisprudence semble constante, en tout cas récemment, en nous mentionnant que c'est un élément mineur et l'élément majeur qui est la conservation va l'emporter dans ce cas-là. Ben, c'est ça, c'est que quand vous avez des travaux qui sont mixtes, c'est-à-dire que c'est pas purement de la transformation, c'est pas purement des travaux de conservation ou des travaux impératifs, que vous profitez de travaux impératifs nécessaires parce qu'on est arrivé en fin de vie utile de telle composante du bâtiment, plutôt que de la remplacer à l'identique, vous allez la remplacer avec un matériau plus moderne, parce que le matériau ancien n'existe plus, ou vous allez en profiter pour faire d'autres choses en même temps. Ben, typiquement, ça pourrait être ça. Et ça répond d'ailleurs à des demandes de subventions qu'on peut faire. Parmi les choses pour lesquelles on peut demander des subventions, on peut demander des subventions parce qu'on est en train de refaire sa façade extérieure et qu'en refaisant sa façade extérieure, on en profite pour rajouter de l'isolation, donc de l'efficacité énergétique. On ne va pas se contenter de remettre de la brique sur un carré de bois ou sur une structure de bois avec une petite feuille pour faire le pare-air par pluie, mais on va rajouter de l'isolation là où elle n'était pas nécessairement présente parce qu'à l'époque de la construction, ce n'était pas mis en place. Donc, on va avoir une composante additionnelle qui va se rajouter. Ben là, on va peut-être regarder le coût de la dépense additionnelle qu'on rajoute, la feuille d'isolant. Est-ce que ça représente la majeure dans l'enveloppe totale de travaux? Si c'est juste un élément mineur parmi l'ensemble, ben, on pourra considérer que c'est de la compétence du conseil d'administration de décider les travaux. Par contre, attention, pour ce qui est de consulter les copropriétaires sur le coût des travaux, ben là, c'est autre chose. Puis l'Assemblée des copropriétaires va avoir à se prononcer sur le budget comme tel. Exact. Donc, la dernière étape, on fait l'évaluation, on engage les travaux, on fait exécuter les travaux. Évidemment, il faut payer à la fin. L'argent va sortir nécessairement des poches du syndicat. De quelle façon cet argent-là va sortir? Ben, c'est soit vous avez un compte courant qui est garni, ce qui est malheureusement pas toujours le cas, ce qui est la plupart du temps le cas. Vous allez devoir faire une cotisation spéciale pour
recouvrir les sommes et payer votre entrepreneur, éviter d'avoir des problématiques avec lui. Ça, c'est l'article 1072.1 du Code civil qui nous donne la réponse et qui nous dit une consultation doit être nécessaire pour chacune des cotisations spéciales qui sont faites. Donc, nécessairement, l'Assemblée va être consultée à la fin de la journée quant aux travaux. Puis là, je vous donne ça en 3 étapes faciles, mais dans la vraie vie, ça va être tout d'un coup, c'est-à-dire qu'on risque de présenter le projet avec la cotisation spéciale en disant voici les travaux qui vont être faits et voici également la cotisation spéciale qui va venir avec un plan de paiement. Donc, c'est souvent un tout. Donc, vous êtes consulté avant que les travaux soient faits. Évidemment, ça reste une consultation. Et ça, c'est important de le comprendre, la distinction entre une consultation et un vote. Donc, l'Assemblée pourrait, à majorité, s'exclamer en disant on n'est pas d'accord avec les travaux. Ce serait surprenant pour sauver de l'énergie, mais à tout le moins, ça pourrait arriver. Un conseil d'administration qui, lui, souhaite mordicus à sauver de l'énergie et est conscient que ça va peut-être dans le futur être payant, ben, pourrait faire fi, à tout le moins, jusqu'à un certain point de la vie de l'Assemblée et aller de l'avant quand même avec les travaux et la cotisation. Mais évidemment, dans les faits, ça ne devrait pas trop une problématique avec vos copropriétaires si c'est le cas. Ouais. Ben, bon, parfait, mais il y a un élément à prendre en considération dans le cadre de cette consultation et c'est en lien avec tous les programmes de subvention que je vous ai listés. Peut-être j'en ai oublié, peut-être il y en a d'autres, là. C'est vraiment une forêt de subventions un peu éparse. C'est pas bien organisé. Il n'y a pas de comptoir unique où on pourrait s'adresser en disant, voici, j'ai un projet de travaux, j'aimerais savoir toutes les subventions qui existent. Malheureusement, c'est pas aussi clair que ça, donc il faut faire preuve de patience, puis fouiller à droite, à gauche. Mais toujours est-il que la plupart de ces programmes de subvention, il faut présenter la demande avant que les travaux se réalisent, mais avoir suffisamment d'informations sur les travaux pour être en mesure de répondre sur le nombre de pieds carrés, sur le nombre de composantes qui vont être remplacées, sur la taille de ces composantes, etc. Donc, il faut le faire un petit peu après avoir été chercher les informations auprès des entrepreneurs ou même être sur le point de conclure le contrat avec l'entrepreneur, mais un peu avant le fait de faire les travaux et suffisamment avant le fait de faire les travaux pour savoir si la subvention est accordée. Parce qu'en bout de ligne, quand vous allez présenter le projet à l'Assemblée des copropriétaires, les copropriétaires vont être curieux de savoir s'il y a une subvention qui s'applique pour savoir la part qui va leur rester à payer comme telle. Donc, dans votre échéancier, là, prenez ça en considération, puis calculez vos affaires comme ça. Donc, les démarches auprès des entrepreneurs, peut-être l'évaluation énergétique, les démarches auprès des entrepreneurs une fois que vous savez les travaux que cette évaluation énergétique vous recommande de faire, le processus d'obtenir des soumissions qui est parfois long et compliqué, puis une fois qu'on a pressenti quelques soumissions, ben, appliquer à différents programmes de subvention qui existent avec les délais de traitement de ces applications, puis ensuite être en mesure de présenter tout à l'Assemblée des copropriétaires. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce qu'on a dit, les travaux de transformation, les travaux impératifs, par exemple, l'interdiction du chauffage au mazout, ça, ce sont des travaux impératifs. Mais une fois qu'on s'est dit ça, bah, remplacer par quoi? Ça c'est peut-être autre chose. Par quelle technique on va remplacer ça? Est-ce qu'on va utiliser simplement, je dirais, le minimum, le plus simple, ou est-ce qu'on va aller avec quelque chose de peut-être un petit peu plus dispendieux, mais on pense qu'on va avoir des économies d'énergie importantes? Ben, c'est là que la frontière entre transformation, simplement travaux impératifs, on y va avec la méthode la plus simple, par exemple d'y aller avec l'électricité ou avec une méthode un petit peu plus élaborée qui serait la biénergie avec des thermopompes et d'autres formes de chauffage ou même des panneaux solaires. Et je sais que c'est une rareté au Québec, puis qu'on pense qu'on peut pas utiliser de panneaux solaires, mais je pense que c'est une fausse compréhension. Donc, il y a beaucoup d'exemples. La toiture, c'en est un autre. Même exemple que pour la maçonnerie. On peut choisir de remplacer la membrane existante par une membrane, par exemple, gravier, bitume gravier, puis la remplacer par une membrane en toit blanc parce que l'arrondissement exige ça. Mais on peut aussi décider d'en profiter pour réisoler cet entretoit qui figure entre les deux et puis qui va améliorer la performance énergétique. Donc, il y a des exemples comme ça. Les fenêtres, est-ce qu'on remplace les fenêtres par des fenêtres de même catégorie ou est-ce qu'on y va avec du
double, du triple vitrage, des certifications sur ces fenêtres comme telles. Donc, il y a des arbitrages qu'on doit faire, puis il y a des nécessités d'aller consulter l'Assemblée des copropriétaires lorsque la composante d'amélioration devient telle que c'est la majeure du projet. Alors c'est un peu ça. Donc, voilà, peut-être que on aurait des questions, à moins que chose, mais je pense qu'on avait couvert ce qu'on avait à vous dire sur le sujet. Alors, la première question, c'est simplement connaître le site web. Alors, j'imagine. Lequel? C'est-à-dire, comme je disais, fondclimatmontréal.com pour /multires pour le premier fonds dont j'ai parlé, là, pour les bâtiments de 10 à 50 unités pour remplacer le chauffage avec des énergies fossiles par un autre système. Logivert, ben, c'est sous la rubrique Hydro-Québec, donc c'est sur le site de Hydro-Québec. Puis ensuite, l'adresse est longue. C'est résidentiel, barre oblique, mieux consommer, avec un trait d'union entre les deux, barre oblique, aide financière, tout ça au pluriel avec un trait d'union entre aide et financière, puis barre oblique, logis vert, puis barre oblique, résidentiel. Mais j'imagine que si vous tapez logis vert dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber dessus sous Hydro-Québec. Énergir, ben, c'est le même genre de complexité. Si vous tapez subvention Énergir, je suis à peu près sûr que vous allez tomber dessus. Puis après, vous avez des programmes chauffe vert, où là, c'est un site du gouvernement transitionénergétique.gouv.qc.ca /oblique résidentiel /oblique programme au pluriel chauffer à l'impératif, donc avec un Z à la fin, trait d'union vert. Et puis l'autre programme, toujours transition énergétique. Là, vous trouvez plein d'informations, plein de sous-rubriques, notamment sur l'évaluation énergétique. Et puis, il y a le programme fédéral, ça s'appelle Maison plus vert, subvention canadienne pour des maisons plus vertes pour le Québec. Alors là, c'est une longue adresse, je veux épargner ça à tout le monde. Et pour ce qui est de la ville de Montréal, bah, c'est Rénoplex, la subvention. Mais si vous allez sur le site de la ville de Montréal, que vous tapez travaux, vous allez voir toutes les exigences en matière de travaux. Puis dans un coin à droite, Rénoplex, qui est un programme qui s'applique au plex de 1 à 5 unités. Alors voilà. Peut-être, Julie, qu'on va pouvoir les envoyer par la suite Oui, exact. aux gens. C'est ça. Donc, j'allais répondre à la deuxième question qui est apparue. Donc, demain, on va vous envoyer un courriel avec l'enregistrement de la formation. Mais on pourra aussi vous inclure tous les liens qui ont été mentionnés, tous les sites web. Ça sera plus facile comme ça, je trouve. Oui, tout à fait. Donc ensuite, on a une prochaine question de Louis. La déclaration de condo précise le chauffage des lieux communs à 15 degrés. Si le CA veut chauffer moins les lieux communs, quelle est la procédure pour changer cette consigne? Dans le cas où la déclaration de copropriété le prévoit, donc je suppose que c'est dans votre section règlement de l'immeuble. On est dans une situation où ça a été consigné, donc décidé par l'Assemblée. Nécessairement, c'est le même processus pour y retourner, c'est-à-dire que c'est l'Assemblée qui va voter de nouveau pour modifier le chauffage. Ceci étant dit, ça peut peut-être être différent dans certaines circonstances où il y aura une nécessité, une obligation au niveau de la conservation de l'immeuble de modifier. Ce chauffage-là est peut-être passé outre la compétence de l'Assemblée, mais du moment où c'est inscrit, Maître Lucas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est pris avec ça, malheureusement. Juste préciser pour ceux qui ne savent pas, les déclarations de copropriété ont trois parties, donc la constitutive, le règlement d'immeuble et le cas descriptif d'infraction dans les déclarations de copropriété modernes. Pour celles modernes, c'est-à-dire 1er janvier 1994 ou après, mais de toute façon, ce genre de règle, ça fait partie du règlement d'immeuble. Donc, même si vous avez une déclaration de propriété qui est plus ancienne, où ces trois parties-là ne se retrouvent pas, on peut logiquement penser que ça fait partie du règlement d'immeuble. Ça se modifie par une simple décision de l'Assemblée à la majorité standard, donc la majorité des gens présents est représentée.
Et il n'y a pas besoin d'un acte notarié. Il suffit d'une modification par une décision d'assemblée. Peut-être que la règle a été pensée pour éviter que ça gèle aussi, là. Il y a des Comme chauffages plancher, en fait. minimum, Ouais. plus comme plancher. Donc, si ça le supporte, il n'y a rien qui l'interdit de modifier, mais il faut juste faire attention que ça ne provoque pas d'autres problèmes. Voilà. Donc, prochaine question de Maura. Est-ce que vous avez des firmes d'ingénieurs spécialisées dans le domaine que vous pourriez nous référer? Moi, j'ai aucune référence à donner, mais je sais que sur le site, il parle d'une certification, l'appellation exacte qui est employée par le gouvernement du Québec dans son programme provincial est EnerGuide. Et donc là, il y a cette certification EnerGuide pour qu'ensuite il donne une cote comme telle au bâtiment. Donc j'imagine que si vous cherchez ou fouillez sur le site de Réno Climat, donc le site du gouvernement du Québec avec son programme de rénovation, voilà, il faut chercher la certification Énergie. Et selon ce que ça indique sur le site, les frais sont totalement couverts par le programme. Donc, ce serait sans frais. Ça dure à peu près 2-3 heures de ce qu'il dit. Je suspecte que dans un immeuble en copropriété qui comporte beaucoup d'unités, ça peut durer plus que 2-3 heures, mais c'est ce qu'annonce le gouvernement. Mais on n'a pas de référence comme telle à donner. Alors, une prochaine question de David. Quoi faire pour améliorer l'efficacité énergétique dans une copropriété de 50 unités et plus? Est-ce qu'un bilan est nécessaire et existe-t-il des programmes? Oui, c'est ce qu'on a discuté dans la présentation. Moi, je pense qu'à 50 unités, c'est un peu présomptueux d'y aller sans un bilan énergétique parce qu'il y a des choses que vous suspectez peut-être même pas. Ce qui semble le plus évident, c'est les portes, les fenêtres, quand ce sont des portes et des fenêtres qui sont relativement anciennes. Et puis c'est le scellement au niveau de ces ouvertures, mais il est possible qu'il y a quelque chose que vous suspectez pas. Et puis d'après ce qu'on comprend, ces bilans énergétiques procèdent avec des tests d'infiltrométrie. Une des composantes, c'est l'infiltrométrie, c'est-à-dire avec un système de fumée, etc., en général, il détermine d'où l'air s'échappe ou d'où ça rentre, quelles sont les fuites d'air, parce que c'est par là que l'énergie peut s'en aller sur les bâtiments les plus anciens. Donc, euh, c'est probablement recommandé d'y aller avec ce bilan, surtout qu'il semble être couvert par le programme gouvernemental. Donc, et puis ça permet de justifier auprès des propriétaires aussi que c'est pas juste vous qui pensez que, mais c'est un professionnel qui vous a fait un diagnostic qui pense que c'est atteignable. En faisant telle et telle mesure, c'est atteignable de réduire votre cote énergétique, la ramener à un niveau plus acceptable. Donc ça veut dire de dépenser moins. Donc ça veut dire qu'il y a une dépense immédiate, mais qu'on pense qu'on va réduire les dépenses énergétiques. Donc tout le monde va récupérer une partie de ça à terme. Donc ça va finir par être amorti par la réduction des dépenses énergétiques, le coût de la dépense des travaux. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Donc, on peut passer à la prochaine question. Donc, c'est en deux parties. Nous avons un immeuble d'importance, plus de 180 unités privatives. Les sites mentionnés semblent toucher des immeubles de moindre importance. Il semble donc y avoir des limites aux subventions. Ensuite, deuxième partie, je comprends aussi que les spécialistes qui seront engagés vont se payer à même les économies d'énergie obtenues. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet si possible et sur combien d'années ces économies seraient redevables à ces firmes spécialisées? Ouais. Moi, j'avais eu affaire il y a quelques années avec des firmes spécialisées assez connues qui effectivement se payaient sur les économies d'énergie et qui visaient plutôt les immeubles d'importance. Donc, ils n'étaient pas intéressés aux petites copropriétés. Euh, Ce que j'ai pu voir sur le site, mais vous irez voir, je dirais, par vous-même en cliquant sur ces liens-là.
oui, il y a certains programmes qui sont en fonction du nombre d'unités, mais il y a d'autres programmes où le critère semble pas nécessairement euh, là, qu'il n'y a pas de plafond au nombre d'unités euh, comme tel, mais c'est à vérifier vraiment dans le fin détail. Ça, c'est le programme d'aile comme tel, ce qui est complètement indépendant de la possibilité pour le conseil d'administration de dire, ben, vous savez quoi, je vais faire affaire avec telle firme qui va me faire un bilan énergétique et va me faire des recommandations. Et je vais, malgré l'absence d'aide applicable, aller de l'avant avec des travaux qui vont me permettre de réaliser des économies d'énergie. Euh, donc, rien ne vous interdit de le faire quand même, malgré le fait qu'il n'y ait aucun programme d'aide dans lequel vous rentrez euh, exactement. Euh, et ensuite, une fois que la compagnie fait les travaux, celle qui remplace les fenêtres, qui remplace les portes, ne va pas se payer sur les économies, elle va juste vous payer, vous facturer le coût des portes et fenêtres comme telles. Celle qui va faire la maçonnerie, c'est la même affaire. Mais il y a effectivement des firmes avec lesquels on avait eu des discussions à l'époque, qui disent, je vais rassembler tout ça, je vais agir comme entrepreneur en quelque sorte général du projet, puis je vais me payer sur les économies d'énergie que vous avez réalisées. Oui, il y a des offres qui sont faites comme telles. Les discussions qu'on avait eues à l'époque où on disait qu'on voulait proposer ça aux grandes copropriétés, ben, n'ont jamais réellement abouti malheureusement, parce qu'on voulait mettre en relation ces deux mondes-là. Ça s'est jamais fait, mais ça ne veut pas dire que ce serait pas possible pour un bâtiment particulier de recourir à leurs services. C'est des firmes assez connues, assez importantes. J'ai un syndicat qui voudrait convertir leur équipement de chauffage au solaire ou éolienne. Est-ce que vous avez déjà entendu un syndicat faire une telle transition? Pas pour ma part, non. Ouais. Jamais eu. Bah, moi, j'avais, Comme ça. j'avais un syndicat, mais ça avait été un petit peu une histoire, histoire, une histoire d'horreur où ça avait pas vraiment fonctionné, mais le projet lui-même était conçu comme ça. C'était des panneaux solaires, euh, je n'ai pas entendu réellement parler d'éoliennes, mais c'était plus des panneaux solaires comme tels, où le promoteur du projet avait vendu le projet comme ça. Ça n'avait pas vraiment bien fonctionné parce que l'installation ne s'était pas faite de manière très professionnelle. Mais c'est le seul exemple que j'ai, qui n'est pas un exemple de réussite comme tel. Mais moi, je suis convaincu que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Je pense qu'au contraire, on devrait l'envisager, surtout quand on envisage de faire des travaux de rénovation en toiture, on devrait l'envisager en même temps. Euh, Quitte à ce que ça soit un peu expérimental au début, là, mais je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Et les programmes de subventions que j'ai mentionnés, il y a des programmes de subventions prévus pour ça spécifiquement. Alors, je vois pas pourquoi on pourrait pas en bénéficier. Mais non, j'ai pas d'expérience concrète à donner de succès. Alors, prochaine question. Est-ce que la décision de s'abonner à l'option du crédit hivernal de l'hydro appartient seulement au CA ou à l'Assemblée? Ben, c'est que le problème, c'est qui est le client. Euh, Puis dans beaucoup d'immeubles en copropriété, les clients, c'est une forêt de clients, hein. Il y a des clients individuels, et puis il y a les clients syndicats pour les parties communes. Alors parfois, il y a un compte pour les parties communes et bien souvent des comptes séparés pour les parties privatives. Donc, le syndicat peut bien faire ce qu'il veut, le conseil d'administration peut bien faire ce qu'il veut pour son compte de partie commune, mais il n'a pas de contrôle sur le compte des copropriétaires individuels. Alors, ma réponse, c'est qui est le client? Le client décide, si c'est le syndicat le client, et c'est le conseil d'administration qui décide ce qu'il veut faire avec son compte. De mon côté, j'ai pas d'autres questions. Bon, ben, en tout cas, le sujet recèle probablement plein d'autres questions qu'on n'a pas imaginées, qu'on n'a pas encore pensées, mais définitivement, il faut surveiller la mise en place de nouveaux programmes. C'est sûr que ces programmes-là vont être bonifiés, ajoutés,
étendu parfois. Il y a des conditions à un moment donné, puis les conditions changent parce qu'on s'aperçoit qu'on n'atteint pas la cible. Donc, à surveiller, mais définitivement, ça va se multiplier. On espère que peut-être il y aura un comptoir unique. Il y a Écohabitation aussi, qui est un site qui fournit de l'information là-dessus, euh, qui essaie de regrouper un petit peu l'information. Donc, ça peut être aussi une source d'information pour vous, comme tel. Alors voilà, merci beaucoup de votre participation. Merci.